Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Facebook Live sur la page de l'étudiant. Aujourd'hui, je reçois Jean-Philippe Houry. Bonjour Jean-Philippe, bienvenue. Bonjour. Jean-Philippe, vous êtes directeur de l'ICANN. L'ICANN, c'est l'Institut de création et d'animation numérique. Donc, on va parler ensemble design, UX, tout l'univers digital où il y a une vraie sensibilité de création, de créativité et des débouchés métiers assez incroyables. Bien évidemment, vous connaissez le principe du live. Venez poser vos questions que je transmettrai à Jean-Philippe Houry. Et aujourd'hui, c'est Raphaël, notre community manager, qui se chargera de me les relayer. Alors, l'ICANN, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne ? Alors l'ICANN, c'est une école qui forme des designers numériques. Donc à la base, on est censé pouvoir développer le talent des gens qui viennent à l'école pour développer leur qualité de concepteur. Donc ce savoir-faire qui est totalement transversal entre énormément d'industries aujourd'hui s'incarne à travers une capacité d'analyser les choses, de résoudre des problématiques et de savoir, avec la maturité qu'il faut, utiliser les outils nécessaires pour produire un jeu vidéo, une animation, un site web, en particulier même une bande dessinée. Donc ces qualités-là d'analyse et de conception sont des qualités transversales à peu près tous les métiers en fait, auxquels nous formons ici à l'ICANN. Alors justement, vous avez développé quelque chose de très pratique et de très pragmatique à l'ICANN. Vous avez identifié un master, une thématique, un métier, si je peux le résumer un peu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur ces 5 formations phares ? Alors, effectivement, à l'ICANN, on a 5 domaines en fait, sur lesquels on forme les étudiants. Le premier pour lequel on est le plus connu, c'est le game design. Donc c'est une formation qui, on va dire, navigue dans les sphères du jeu vidéo et on forme des gens qui créent des expériences de jeu. C'est-à-dire, ils vont définir des règles de jeu. Ils vont définir en fait les enjeux que le joueur va avoir à affronter lorsqu'il va utiliser un jeu, ça peut être un jeu d'action, ça peut être un jeu contemplatif, ça peut être un jeu de stratégie, quel que soit le type de jeu en fait, on a besoin en fait de ce designer pour définir les enjeux et les rendre intéressants pour le joueur. Alors ça c'est pour ce qui est du jeu vidéo. Ensuite, dans le domaine de l'animation, on va former donc des gens sur le design, ce qu'on appelle le design 3D et l'animation. Donc des gens qui vont être capables de créer des histoires, raconter ces histoires en images, définir des univers, des personnages, des décors en particulier, et puis mettre tout ça dans une trame narrative qui, au contraire du jeu vidéo, qui est quelque chose de matriciel, c'est-à-dire qu'on va avoir des embranchements, on va avoir des possibilités. Dans l'animation, par contre, on a une narration linéaire, donc on part d'un point pour arriver à un autre point, et on n'a pas de choix. Donc c'est d'autres qualités en particulier, et on va dire que ce sont des qualités qui se basent un petit peu plus sur tout ce qui est univers visuel, notamment, pour appuyer cette narration. Donc ça, c'est le deuxième univers. Le troisième univers, c'est autour du web en particulier. Donc on va former des web designers, ce qu'on appelle des web designers. Le web designer, c'est quelqu'un qui va définir en fait à partir des besoins les services que vont rendre le site, une trame d'utilisation, un nombre de pages, une navigation, les informations et la manière dont les dispenser, prioriser notamment ces différentes informations, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a besoin de voir en premier, qu'est-ce qui est essentiel à la navigation, donc est-ce que c'est le menu, est-ce que c'est le contenu narratif, encore une fois, parce qu'on raconte aussi des histoires, enfin, je dis des histoires, c'est un petit peu... Ce sont différentes formes d'histoire, tout à fait. Voilà. Exactement. Donc en fait, cette qualité-là de web designer, ces qualités, elles s'incarnent à travers des savoir-faire qui sont un peu différents des deux autres, qui sont à cheval entre le graphisme et on va dire la programmation, c'est-à-dire qu'on doit être capable effectivement de créer un site, de le faire fonctionner. Alors on ne va pas former des développeurs web, a priori, on va former des designers. Donc le designer est censé pouvoir comprendre les mécanismes, créer du prototype, voilà, faire fonctionner le site et l'habiller. Voilà. Donc il a des casquettes multiples, encore une fois. Et puis on a un autre univers qui est l'univers de l'UX design. Alors l'UX design, on va dire que c'est une discipline qui a émergé ces dernières années, qui n'est pas forcément connue par beaucoup de gens, et pourtant en fait l'UX est essentiel aujourd'hui, parce que
on est dans un monde qui est guidé par les interfaces. On a tous un smartphone, on a tous, même aujourd'hui, des centrales domotiques chez soi, on a peut-être des petits volets électriques qui descendent automatiquement, on a des radiateurs qui peuvent être pilotés aussi par les fameux smartphones, on a peut-être une trottinette électrique. La trottinette électrique, aujourd'hui, elle est connectée au smartphone. Donc, en fait, partout où on a besoin de contrôler des systèmes, on a des interfaces. Et ces interfaces, elles passent, encore une fois, par le smartphone, l'ordinateur. Ça peut être une borne dans on va dire un centre commercial. Vous avez besoin de chercher la boutique dans laquelle vous voulez aller. Et vous avez des bornes interactives, maintenant, qui vous permettent de trouver votre chemin. Tous ces systèmes-là ont besoin d'un UX designer. L'UX designer, c'est la personne qui va créer l'expérience, en fait, à travers l'interface. Donc, il va procurer une interface à l'utilisateur et lui procurer, à travers cette interface, une expérience qui doit être une expérience positive, on va dire ludique dans certains cas, en tout cas, quelque chose qui va lui apporter de l'information et qui ne va pas le repousser ou qui ne va pas le mettre sur la défensive. Donc il faut mettre à l'aise l'utilisateur, lui donner envie d'utiliser, encore une fois, l'interface qu'on va lui donner à voir et à manipuler. Et ça peut s'incarner aujourd'hui sur des choses aussi diverses que la mobilité, la e-mobilité notamment, la domotique comme j'en ai parlé, et on va dire énormément d'autres systèmes qui aujourd'hui investissent notre vie personnelle et professionnelle. Voilà. Et il y a un univers qu'on n'a pas évoqué, mais qui aussi est spécifique à votre formation et assez unique. Oui. C'est-à-dire que vous avez créé un master qui va être dédié, on va dire, à un profil un peu chef de projet, mais en même temps à des gens qui ont envie d'innover et de créer leur entreprise dans le numérique. Tout à fait. On a un master notamment qui donc côtoie le milieu du web. En fait, il prend pour base ce savoir-faire du web. Et donc, à des designers web, on va leur donner des outils supplémentaires pour porter leur projet. C'est-à-dire être capable de déjà manager une équipe, de faire de la gestion de projet, de la gestion de production, des choses qui sont très importantes et même centrales dans on va dire le bon déroulement d'un projet comme ça professionnel, et en même temps d'avoir des notions aussi qui vont être liées au business plan. C'est-à-dire qu'on va monter une affaire, on va devoir planifier à l'avance quels vont être les clients, quelles vont être les rentrées, quels vont être nos besoins en fond de roulement. Alors, bon, j'ai du jargon un peu technique, mais effectivement, pour tous les gens qui vont monter des projets, en fait, ce sont des bases excessivement nécessaires en fait, au bon aboutissement du projet. Alors justement, les étudiants qui viennent chez vous, est-ce qu'il y a un peu un profil type ou est-ce que vous avez une richesse vu la richesse de thématiques qui est proposée dans les masters, la même richesse chez les étudiants? Alors oui, c'est ça en fait, parce que l'ICANN est une communauté en fait de designers, donc des designers numériques qui sont donc avec des talents très pluriels, voilà. Et à l'école, on croit on va dire au bénéfice de pouvoir marier ces savoir-faire et la richesse en fait des expériences qu'on va pouvoir mettre en place à travers justement le savoir-faire de nos étudiants. Elle s'incarne dans nos logiques de recrutement. C'est-à-dire qu'effectivement, on est, nous, très ouverts en fait, sur le type de profil qu'on va recevoir ici à l'école. Donc, ce qui est important pour nous, c'est pas de venir, par exemple, d'une section scientifique parce qu'on va aller en game design et qu'on va être amené à faire du script sur un moteur de jeu, à faire un peu de développement, parce qu'on peut développer en fait ces aptitudes-là en venant d'une filière qui est tout autre. En fait, on va aller chercher des qualités chez les gens qui vont postuler à l'ICANN, qui ne sont pas des qualités qu'on va trouver dans, on va dire, un cursus particulier. Alors justement, ces qualités, quelles sont-elles? Vous me tendez une perche, je suis obligée de... Forcément. Forcément. Et ces qualités, c'est déjà la curiosité. C'est-à-dire qu'on va chercher chez nos étudiants ce qui est le moteur en fait, de la création. Et ce moteur-là, c'est d'abord d'être curieux, c'est-à-dire d'aller chercher les choses, en fait. Donc, chercher les choses, c'est avoir une vraie appétence, en fait, pour les secteurs d'activité dans lesquels on a l'intention ou l'envie d'aller travailler. Donc, quelqu'un qui va aller se renseigner sur tout ce qui se passe dans le milieu du jeu vidéo, les nouveautés, les technologies, les nouveaux gameplays. La logique de veille concurrentielle. Exactement, en fait, voilà. Donc, c'est une vraie ouverture. Et en même temps, cette curiosité, c'est la première base. Pourquoi? Parce que derrière, on va demander aux gens d'être assez proactifs. C'est-à-dire d'être à l'initiative. On va chercher des gens qui ont envie de faire, en fait.
Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel en fait à l'ICANN, parce que derrière, il y a énormément de notre pédagogie qui se base sur cette envie de faire. Voilà, on va la mettre, on va dire, on va la faire bouillonner de par les cours, de par les projets qu'on va mettre en place, et donc on va chercher ça d'abord chez les étudiants. Voilà. D'accord, justement, pour rebondir sur les projets, j'imagine qu'il y a des moments où vous faites travailler tous ces différents profils ensemble autour de projets concrets. Quelles sont les typologies de thématiques que vous leur faites aborder tous ensemble? Parce qu'il faut quand même raccorder énormément, on va dire, de pièces du puzzle qui, de prime abord, dans la vraie vie, n'auraient peut-être pas cohabité ensemble, mais là, vous accordez. Oui, on accorde. Alors, c'est ce qui est intéressant, c'est que les formations qu'on met en place, en fait, sont des formations qui, effectivement, sont sectorisées. C'est-à-dire qu'on va former des gens pour aller travailler dans une industrie spécifique, le jeu vidéo ou l'animation. Encore qu'aujourd'hui, il y a des vraies passerelles entre ces différents univers, donc c'est intéressant. Mais à l'intérieur de ces univers, on va mettre en place, en fait, des modules de cours qui vont former des gens pour aller chercher peut-être un métier un peu plus spécifique. Donc le game design, le level design, le game art, la programmation. Et tous ces jeunes vont effectivement se regrouper, quel que soit, on va dire, leur appétence pour, on va dire, un cours en particulier qui donnera peut-être un métier plus tard, à travers des projets. Et c'est vraiment le projet qui va permettre de faire bouillonner ces savoir-faire et justement de mettre en avant les qualités, justement, l'éclectisme, quelque part, en fait, de sélection qu'il y a, en fait, dans l'école. Donc, on va leur demander à chacun d'aller apporter quelque chose et ensemble de construire, en fait, un projet. Ce projet, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être un film d'animation, ça peut être un site web, ça peut être une application, ça peut être une bande dessinée, aujourd'hui. Justement, chacun va y apporter sa pierre. Alors justement, cette culture projet que vous portez, vous l'avez également mis en place dans l'organisation des journées des masters, avec une véritable volonté que l'étudiant ne soit pas qu'un étudiant, mais un porteur de projet et un faiseur de projet. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Tout à fait. Alors, on le met en place même au niveau du bachelor, les premiers éléments les premières années du cursus. En fait, on va avoir effectivement deux rythmes différents, parce que à l'ICANN, la particularité, c'est que les masters, comme vous disiez, sont des masters en alternance. Donc des masters en alternance qui vont permettre aux étudiants d'avoir une vraie expérience en fait professionnelle en parallèle de leurs études. Alors ça se met en place à travers des rythmes. Les rythmes traditionnels de l'alternance sont à la semaine en général, et l'année prochaine en fait l'école va changer ses rythmes et on met en place des rythmes à la journée. C'est-à-dire que, étant donné qu'on dialogue quand même de manière assez étroite avec l'industrie et ses besoins, on a aussi année après année accumuler on va dire, ces témoignages de la part des décideurs, des gens qui travaillent dans les sociétés, qui nous disent que effectivement, le rythme d'une semaine à l'école et de 2 semaines en entreprise est un peu contraignant, parce que quand on travaille sur des projets à flux tendu, notamment, l'absence d'une personne pendant une semaine dégage des problématiques. Voilà. Donc à partir de l'année prochaine, en fait, les masters de l'ICANN passent sur 4 jours de présence en fait en entreprise et 1 jour de présence à l'école. Ce qui fait en fait l'équivalent d'un 4/5e pour un salarié. Et donc ça va permettre de fluidifier le travail en entreprise, tout en garantissant à l'étudiant de pouvoir continuer sa formation en fait chez nous. Et de le mettre déjà dans une logique d'entreprise. Voilà, j'ai une question pour vous de la part d'Aurélien qui vous dit: est-il possible de suivre plusieurs formations comme un double diplôme game design et BD numérique? Merci Aurélien pour ta question. Alors c'est une bonne question, parce qu'il y a beaucoup de gens effectivement qui se posent la question de leur orientation. Alors je ne sais pas si cet internaute en fait pose la question parce qu'il n'est pas encore décidé sur le cursus qu'il veut faire. Ou qu'il a envie de faire les deux. Voilà. Alors l'ICANN en particulier en fait ne propose pas de double cursus. Par contre, l'ICANN fait partie du groupe GES, qui est un groupe d'écoles qui l'année prochaine, lance la Paris Art School. Et la Paris Art School permet justement aux étudiants qui rentrent en fait dans le cursus en première année, pendant une année, en fait, de pouvoir tester plusieurs cursus
sur la base de 2 mois consécutifs. Voilà. Donc on va aller chercher de l'animation, par exemple à l'ICANN, mais aussi du travail sur notamment tout ce qui est audiovisuel, et on va pouvoir aller chercher comme ça différentes briques, se poser la question de l'orientation en étant confronté à cette logique de choix en première année. Oui, Voilà. on parle d'orientation, Oui. on peut aussi parler d'admission. Quel est le process pour intégrer votre école? Est-ce qu'il y a, j'imagine, une phase d'oral, des écrits? Comment ça se passe? Alors, le processus d'admission à l'ICANN, il est assez simple en fait. C'est qu'on met en place sur les candidatures des étudiants qui se font sur le site web, c'est-à-dire que les étudiants s'inscrivent sur le site, ils s'inscrivent à des sessions de recrutement. Et ces sessions de recrutement qui ont lieu toute l'année permettent de rencontrer le staff pédagogique, c'est-à-dire qu'ils vont rencontrer des professeurs, ils vont avoir un entretien avec un professeur qui va être désigné en fonction en fait du souhait de l'étudiant de rejoindre telle ou telle section chez nous, animation, jeux vidéo, voilà. Et cet entretien va viser à définir la motivation de l'étudiant, étudier son book, c'est-à-dire qu'on va demander effectivement aux personnes de venir avec un dossier créatif. Est-ce que vous avez fait des projets de jeux vidéo? Est-ce que vous avez déjà touché à un moteur de jeu? Est-ce que vous avez fait des jeux de plateau? Même simplement avec un système de cartes à jouer en carton, sans avoir forcément exploré la technologie. Est-ce que vous avez fait des films à l'iPhone? Est-ce que vous avez fait de la stop motion? C'est-à-dire voilà, de l'image par image, un peu à la Wallace et Gromit. Donc on va essayer de voir avec l'étudiant quel a été son parcours créatif et puis comment ça s'insère dans sa volonté en fait de venir se former à l'école. Et à côté de ça, on met en place des petits tests qui sont des tests qui peuvent être de culture générale, de culture du milieu en particulier qui nous intéresse, donc encore une fois, jeux vidéo, animation, web, et qui nous permettent de voir un petit peu l'étendue du savoir de l'étudiant. Est-ce qu'il s'est posé ces questions de savoir quel était vraiment le milieu qui l'intéressait, et ça nous permet effectivement de mettre en balance par rapport à l'entretien son niveau de connaissance. Voilà. D'accord. Et au-delà de ça, vous faites régulièrement des journées portes ouvertes. Je crois qu'il y en a une le 16 février. Il y en a une le 16 février, tout à fait. Comment ça se matin. passe? On peut venir Alors oui, c'est on pareil. s'inscrit, Tout à fait. ouais. Alors sur le site web, il y a un formulaire d'inscription. Donc les gens peuvent venir en fait à l'ICANN pendant ces demi-journées qui sont les samedis matins. Et la spécificité notamment en fait de ce qu'on met en place, c'est un relationnel direct, notamment avec les étudiants. C'est-à-dire qu'on a des étudiants qui viennent aux portes ouvertes et pour certains qui vont montrer leur projet et même faire tester leur projet. Donc pour la section game design notamment, on a des playtests. On organise des playtests, donc des étudiants qui viennent et qui sont en train de développer des jeux et qui viennent les soumettre en fait aux gens qui viennent, aux visiteurs, pour avoir, on va dire, un retour concret, de la part d'utilisateurs qui ne connaissent pas les enjeux du projet, qui ne sont pas des créateurs, mais qui sont des joueurs. Voilà. Et ça, c'est des choses auxquelles on tient particulièrement à l'école. La fameuse expérience utilisateur. Exactement. Donc voilà, ces portes ouvertes, elles sont l'occasion de rencontrer à la fois des membres de l'équipe, mais aussi et surtout en fait des étudiants. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que quand on se prépare à ces métiers-là, il faut se sentir bien en fait dans l'école dans laquelle on va. Donc pour nous, les portes ouvertes, c'est un moment d'immersion qui est particulièrement important. Et je crois que vous avez même des anciens qui viennent présenter des projets. Tout à fait. Et là, effectivement, on a une actualité, puisque demain, en fait, on a Grégory, qui est un de nos anciens, qui va sortir un jeu qui s'appelle Callback. Et ce jeu sort sur Steam demain, et il sera présenté à notre porte ouverte par des étudiants qui sont actuellement en fait en formation. Donc en fait, il y a une vraie passation entre les gens qui sont sortis. Voilà, exactement. Extra. Voilà. Vous avez une question de Anne qui vous demande quels sont les critères de sélection pour intégrer l'école. Merci Anne pour ta question. Alors, on n'a pas, en tant qu'école de design, on a, nous, une volonté d'ouverture. Donc on n'a pas de critères précis, en fait. On n'a pas de cases à cocher. Si vous voulez, bien qu'on donne pendant les sessions de recrutement des QCM, on n'est pas, nous, en fait, à pratiquer ce type de sélection. On va chercher des qualités avant tout, et comme je disais, des qualités transversales. Donc, il n'y a pas de critères au sens strict. Par contre, ce qu'on va chercher chez les étudiants qui vont venir candidater chez nous, c'est justement cette capacité à avoir expérimenté.
à être curieux, donc à avoir peut-être produit des petits projets, à avoir fait du dessin un peu pour l'animation, avoir créé encore une fois des prototypes de jeux. Donc on va chercher cette envie de faire et on va essayer de questionner l'étudiant sur l'aboutissement de cette envie. Est-ce qu'ils sont allés un petit peu loin? Enfin, plus ou moins loin, Ouais. puisque on va pas demander à quelqu'un qui est en bac, en année de bac, d'avoir le savoir-faire de quelqu'un qui a déjà 3 années d'études. Donc on va pas leur demander ça. Mais par contre, on va essayer de voir quelles sont les graines qu'ils ont plantées pour aller chercher cette créativité plus tard. Donc Voilà. on va chercher ça, on va chercher un potentiel en fait, un potentiel créatif. Donc c'est un peu évasif comme réponse, mais c'est la réalité. Voilà, on va vraiment chercher des gens qui ont du potentiel créatif, une ouverture d'esprit, une curiosité, et on va dire une envie de faire. Voilà. Autre spécialité à l'ICANN, vous travaillez de manière assez proche de grosses entreprises, enfin d'entreprises plus ou moins grosses, ça va être l'occasion d'en parler, et vous avez mis en place des speed meetings pour vos élèves. Tout à fait. Ça consiste en quoi? Alors, on a 2 fois dans l'année, au début de l'année scolaire et au mois d'avril environ, on a 2 rendez-vous qui sont proposés en fait aux entreprises qui recrutent. Et ces entreprises, donc on les invite dans les murs de l'école. Et avant ce rendez-vous de présence de l'entreprise dans les murs, on a ouvert les inscriptions en fait auprès des étudiants, c'est-à-dire qu'on a proposé des stages que les entreprises ont à proposer elles-mêmes. Et donc les étudiants s'inscrivent sur des créneaux d'heures particuliers et les entreprises viennent rencontrer donc sur ces créneaux-là qui sont prévus à l'avance les étudiants de l'école. Donc en fait, on optimise le temps, les recruteurs viennent, ils savent déjà quel rendez-vous ils vont avoir et les étudiants ont choisi en fait les offres de stage auxquelles ils souhaitent répondre. Et donc, on met en commun, en fait, ce besoin de recrutement des entreprises et le besoin qu'ont nos étudiants de faire leur expérience, leurs premières expériences, en fait, dans le milieu professionnel. Donc, c'est des moments très particuliers à l'école, effectivement, où elle s'ouvre au milieu professionnel. Il y a des enjeux qui sont très importants chez nous, autour de ces journées-là. Et chaque année, on essaye de faire en sorte d'accueillir davantage d'entreprises. Voilà. Alors justement, pour rebondir là-dessus, question de Mona. Avez-vous des entreprises partenaires pour faire un stage? Merci Mona pour ta question. Alors, voilà. Alors, ça dépend de ce qu'on entend par partenaire. On a des entreprises qui nous suivent d'année en année, en fait, et qui recrutent des étudiants dans les cursus de l'ICANN. Parce que ils sont satisfaits du savoir-faire que sont capables d'exercer nos étudiants. Et ils nous font confiance, en fait, sur les sélections qu'on va pouvoir faire. Alors, on a d'ailleurs, justement, à l'école, une cellule de relations entreprises qui s'occupe effectivement de suivre les stages des étudiants, d'aider les étudiants sur tout ce qui est, on va dire, recherche et mise au point des CV, des portfolios. Donc en fait, les entreprises partenaires, c'est des entreprises avec lesquelles on a l'habitude de dialoguer et qui, d'année en année, en fait, viennent rechercher des stagiaires chez nous. On a des entreprises d'ailleurs dont une partie en fait, du staff est constitué d'anciens de l'école. Donc effectivement, entreprise partenaire, ça peut vouloir dire je suis venu embaucher un étudiant pour un stage, ou ça peut vouloir dire mettre en place une relation à long terme dans le but même d'embaucher les gens ensuite en CDD, en CDI, pour une démarche de long terme. Alors justement, vos élèves, quand ils sortent de leur master, que deviennent-ils au niveau employabilité, qui est quand même un gros sujet quand on fait, quel que soit l'univers dans lequel on évolue, mais qui est quand même un gros sujet. Est-ce que vous avez un peu de visibilité là-dessus? Oui, alors on a des parcours qui sont vraiment très différents en fait. Étant donné que l'ICANN est une école qui a un vrai éclectisme dans le recrutement, ça s'incarne aussi de la même façon dans la manière dont ils vont ensuite, on va dire, commencer leur vie professionnelle et l'aboutir. Et donc, on a en fait des étudiants qui, pour certains, vont créer des entreprises. On a quasiment 17% en fait de nos anciens qui créent leur propre entreprise. On parlait du master qui permettait justement, le master management et entrepreneuriat du numérique, qui permettait cette passerelle entre un peu le monde du business et le monde de la création. Et on a un certain nombre donc d'anciens qui créent leur entreprise. Je prenais l'exemple de Grégory avec Callback. Il crée sa société pour pouvoir effectivement diffuser son jeu, en tout cas, voilà. Donc, en général, la création d'entreprise à l'école, c'est au service d'un projet. C'est-à-dire que comme on forme des designers, leur point de départ n'est pas l'entreprise, leur point de départ c'est le projet. Voilà. Et l'entreprise est un moyen. Donc effectivement, on a pas mal d'étudiants qui le font. Après, on va dire, si on parle un peu chiffres, on a à peu près 60% de nos anciens qui sont sur des CDI. Voilà.
Donc on a une majorité en fait de contrats finalement quand on regarde qui sont des contrats à durée indéterminée. Voilà. Maintenant, tout dépend en fait des secteurs. C'est-à-dire qu'on a des secteurs très différents, des étudiants qui travaillent dans le jeu vidéo, dans l'animation, c'est pas du tout les mêmes secteurs avec les mêmes contraintes. On a des secteurs qui emploient des intermittents du spectacle, d'autres pas. Et donc en fait, de ce fait-là, effectivement, les 60%, on va dire que c'est un chiffre global qui a une valeur un petit peu là, théorique. Est-ce que vos étudiants s'exportent ou ils ont tendance à rester très hexagonaux? Alors, ils sont encore assez hexagonaux. On a, c'est vrai, des gens qui viennent, qui partent plutôt, effectivement, notamment au Canada. C'est une destination en fait qui est assez prisée, notamment dans le milieu du jeu vidéo. Voilà, effectivement, ça se retrouve beaucoup. On met en place d'ailleurs en fait à l'école notamment un double diplôme pour les gens qui sont en 3e année pour les inciter effectivement à partir à l'international avec une université de Montréal voilà, qui nous permet de proposer en fait un double diplôme bachelor en fait en partenariat avec cette université. Donc on a régulièrement en fait des étudiants qui partent en 3e année et qui font en fait 2 semestres à l'université de Matane, voilà, à Montréal, voilà, notamment. On a parlé des différentes typologies de compétences et de formation des masters que vous proposez, mais il y a toujours une question qui me taraude. Est-ce qu'on est encore un peu sectaire avec d'un côté un univers très féminin lié à la créativité, à la création, et un autre univers très masculin lié au code, ou vous sentez quand même que la balance s'inverse un peu? Alors il y a des frémissements, il y a des choses qui changent. Je ne vais pas faire de langue de bois, mais c'est vrai que dans le milieu... Alors, il y a effectivement, on peut en tout cas voir entre les métiers graphiques et les métiers du design. Quand je parle de design, c'est les métiers du jeu vidéo, le game design en particulier. On a effectivement plus on va dire, d'hommes qui sont intéressés par ces métiers de game design et plus de femmes qui sont intéressées par tout ce qui est graphique. Donc c'est vrai que quand on regarde nos sections animation d'un côté, jeux vidéo de l'autre, on n'a pas les mêmes proportions, voilà, d'hommes et de femmes dans chaque section. Mais c'est clair que le jeu vidéo aujourd'hui est en train de devenir un loisir qui est vraiment un loisir de masse. Donc il est en train d'irriguer beaucoup de couches de la population, on va dire toutes les couches de la population. Tout le monde utilise les jeux, tout le monde, que ce soit sur son téléphone, son ordinateur. Et le public des jeux vidéo est devenu très féminin, alors qu'à une certaine époque, il était exclusivement masculin. Et on assiste effectivement, au fur et à mesure quand même, à un vrai changement au niveau de ce clivage traditionnel du jeu vidéo très masculin et voilà, des métiers graphiques très féminins. Et alors, vous qui venez de l'univers justement du jeu vidéo, quelle est un peu votre vision de l'évolution des métiers et de l'évolution justement des gens qui vont créer, animer et développer ces futurs projets? Parce que vous faites ça depuis 96, c'est ça? Vous êtes dans cet univers? Oui, dans cet univers depuis 96, mais j'ai fait des métiers très différents. Donc c'est vrai que voilà, j'ai cette vue assez éclectique en fait sur le monde du numérique. C'est sûr qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte que les métiers et les secteurs évoluent beaucoup et se mélangent. Je vais donner un exemple. Les métiers du jeu vidéo aujourd'hui, qui étaient des métiers qui étaient traditionnellement un peu enclavés, c'est-à-dire qu'on travaille dans le jeu vidéo, mais pas ailleurs. Il faut savoir que les technologies du jeu vidéo aujourd'hui, elles sont en train d'irriguer des secteurs d'activité qui sont très très différents. C'est-à-dire que, par exemple, le temps réel ou la réalité virtuelle, on va l'utiliser dans l'architecture pour vendre des projets architecturaux. On va l'utiliser pour faire de la formation. Donc on va l'utiliser pour du service, on va l'utiliser pour plein de choses. On va faire ce qu'on appelle du serious game. Le serious game, c'est par exemple effectivement apprendre en jouant. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a des game designers qui vont travailler peut-être pour la voiture connectée chez Renault. Oui, donc voilà. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la formation de base en fait permet d'aller rebondir où on veut par rapport aux évolutions des usages et des besoins. Voilà. Et donc, le futur des métiers, c'est ça. Voilà, exactement. Alors vous avez une question de Rita. On sent un peu d'inquiétude. Avons-nous impérativement besoin de savoir dessiner pour pouvoir faire du motion design ou pas du tout? Merci Rita pour ta question. On sent le impérativement. Impérativement. Il n'y a pas d'impératif. Il n'y a pas d'impératif. Le motion design, c'est du graphisme animé. Et le graphisme animé, il peut être, encore une fois, très figuratif. Ou il peut être, encore une fois, très graphique, très épuré. Et on va dire que quelqu'un qui va faire du motion design... Effectivement, il doit avoir une sensibilité au graphisme, mais il a surtout une sensibilité au rythme. C'est-à-dire que créer, on va dire, un jingle graphique, c'est d'abord savoir gérer le rythme.
Donc, moi, je dirais que c'est pas impératif de savoir dessiner pour faire du motion design. Il faut avoir cette notion du rythme et être capable ensuite on va dire, de formaliser graphiquement des idées. Mais ça ne veut pas dire forcément faire un personnage. Voilà, on n'est pas dans le figuratif forcément dans le motion design. Oui, puis on est encore dans une logique d'école, donc on est là Exactement. Puis on est là pour apprendre. Pour apprendre. Voilà, donc les cours sont faits pour ça. Écoutez, Jean-Philippe Houry, je vous remercie beaucoup pour ce live. J'espère Merci. qu'on a rassuré un peu Mona sur son appréhension de doit-on impérativement savoir faire. Vous pouvez bien évidemment retrouver ce live en replay sur la page Facebook de l'étudiant. Je remercie toute l'équipe pour la réalisation de cette production et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live. Belle fin de journée à vous. Au revoir.